messieurs les réalisateurs, mesdames et messieurs, chers amis. C'est avec une émotion sincère et une grande fierté que je vous accueille ce soir dans notre cinéma municipal. Je veux dire, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit peu plus de monde, et c'est dommage surtout qu'il n'y ait pas de jeunes. Il a fallu que les écoles se mobilisent un petit peu, ça c'est autre chose. Pour une soirée dédiée à la mémoire, à l'engagement et à la transmission, nous sommes réunis à l'occasion du 80e anniversaire de la Libération. 8 décennies nous séparent des heures sombres de l'occupation. 8 décennies, et pourtant, le souvenir demeure intact, parce qu'il est essentiel. Il n'est pas une simple page d'histoire que l'on referme. Il est un repère, un socle, une responsabilité. En 1945, la France pensait ses plaies, retrouver ses couleurs, relever la tête. Mais avant la victoire, il y eut la nuit. Et dans cette nuit, il y eut la lumière de la résistance. Celle des anonymes, des femmes et des hommes ordinaires, qui ont refusé l'inacceptable. Cette lumière a aussi brillé ici, en Terrassonnais, ici à Terrasson-le-Milieu. Notre ville fut au cœur d'une région active et courageuse dans la lutte clandestine. Le Périgord noir, sa campagne et ses forêts ont abrité des maquis, des réseaux de renseignement, des caches d'armes. Mais cette résistance avait un prix. Le 14 mars 1944, la répression s'abat brutalement. Les civils sont arrêtés, certains sont déportés en représailles à un affrontement entre résistants et soldats allemands. Le 31 mars de cette même année, 2 noms entrent à jamais dans notre mémoire collective. Max Touraille, ouvrier verrier à Terrasson, résistant, et René Lascaux, secrétaire général de notre mairie. Tous deux arrêtés, torturés, exécutés. Ils ne parleront pas. Ils feront le choix du silence pour sauver leurs compagnons. Ils feront le choix du courage. Ce soir, en leur nom et au nom de tous ceux qui se sont levés alors que d'autres pliaient, nous avons le devoir de nous souvenir. Nous vous avons ouvert le Ciné-Rock, non seulement comme lieu de projection, mais comme un espace de rencontre entre mémoire et citoyenneté. Le programme de cette soirée est à la fois local et universel. Le local avec la projection du documentaire La Résistance en Périgord, réalisé par Francis Sorbier et Patrick Saligné, ici présents, qui nous font l'honneur d'être parmi nous. Ce film plonge dans le quotidien des maquisards, dans leurs choix, leurs doutes, leurs bravoures. Ici, il s'agit là d'un patrimoine filmique précieux, qui donne la parole à ceux qui ont vécu l'indicible et l'ont raconté avec pudeur. Un temps d'échange durant cette première projection, parce que la mémoire ne doit pas être figée, elle se partage, se questionne, s'approfondit, et parce que nous avons au besoin aujourd'hui, plus que jamais, de comprendre d'où nous venons pour savoir où aller. Entre les deux projections, la commune aura le plaisir de vous inviter à un buffet convivial. Ce moment simple mais sincère sera l'occasion d'échanger, de prolonger les débats de manière informelle, de croiser les générations et les histoires. La soirée se poursuivra avec un second temps fort, la projection du film d'animation La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Inspiré du poignant conte de Jean-Claude Grambert, ce film nous entraîne sur les routes de l'exil, dans l'horreur des trains de mort, et dans un geste de compassion presque insensé, celui d'une femme qui tend la main, au risque de tout perdre. C'est une œuvre artistique forte, bouleversante et d'une actualité brûlante, parce qu'elle nous rappelle la force d'un simple acte d'humanité. Ce soir, grâce au cinéma, nous ne commémorons pas seulement des événements passés, nous faisons vivre des valeurs. Celle du courage, de la solidarité, de la dignité, celle de la résistance. Terrasson-le-Milieu est une commune qui tient à ses valeurs. Elle s'engage à sa mesure pour que la mémoire ne s'efface pas, pour que les noms de Touraille, de Lascaux et de tant d'autres continuent de résonner, pour que notre jeunesse sache que la liberté n'est jamais acquise, mais toujours à défendre. Je vous remercie. Monsieur le maire, cher Jacques, chers collègues, monsieur le président, messieurs les réalisateurs, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc, monsieur le maire, vous avez évoqué le plaisir que vous aviez dans ce cinéma et dans cette salle.
d'accueillir donc cette manifestation. Et je voulais vraiment m'y associer parce que c'est avec un immense plaisir que j'accueille donc ce cycle Cinéma Mémoire qui se déroule tout au long du mois de mai sur tout le département. Donc c'est un partenariat avec Cinépassion Périgord, qui est l'opérateur départemental en ce qui concerne le cinéma, dans les salles des communes partenaires qui ont répondu positivement à cette initiative. Alors je vais les lire parce que je viens d'oublier, bien sûr. Montignac, Vers, Aimé, Ribérac et Thiviers. 2 films, un débat pour le 80e anniversaire de la victoire. Vous avez de façon exhaustive précisé un petit peu le contenu de cette soirée et je laisserai le soin à Jacques, mon collègue, qui nous en parlera de façon beaucoup plus précise. Le conseil départemental a souhaité à cette occasion organiser un ensemble d'actions mémorielles autour des thèmes de la mémoire, de la résistance et de la citoyenneté. Dans une société de plus en plus fracturée, le conseil départemental donc, a souhaité transmettre aux jeunes d'aujourd'hui le flambeau des combats de ces hommes et ces femmes qui ont su dire non. C'est au tour de Jacques Ranoux, notre collègue, qui est conseiller départemental et à qui l'Assemblée et le Conseil et le Président a confié de mettre en œuvre ce devoir de mémoire, que de nombreuses actions ont été mises en place dans le domaine à la fois de l'édition, Histoire de la résistance en Dordogne, présidée par Anne-Marie Copula, les conférences, les spectacles, avec le spectacle de M. Hox, mais Jacques va vous en parler beaucoup plus longuement. Je voulais quand même parler de cette bande dessinée qui va être distribuée à tous les collégiens et qui va rappeler les heures sombres de notre département et donc toutes les actions héroïques de nos anciens, de ces femmes et de ces hommes. Puis puisque nous sommes à Terrasson, il me semblait tout à fait naturel de rendre hommage à Roger Ranoux, ton père, Jacques. Dire qu'il fait aujourd'hui figure de repère pour les historiens de la période, mais surtout un exemple pour les jeunes générations. Et il me semble que c'était important de l'évoquer ce soir. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Ce n'est que le début d'une longue série de soirées comme ce soir, mais j'espère qu'il y aura beaucoup de spectateurs, beaucoup de jeunes, comme disait Monsieur le maire, et de toute façon, avec peut-être aussi, si vous me le permettez, un hommage aussi, associé peut-être aussi à celui d'Hercule, de vieux monsieur qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps et auquel on pense très fort, et qui a fait ce devoir de mémoire dans toutes les classes de collège et de lycée, et à qui je tenais à dire bonjour d'ici, parce que je pense qu'il aurait été parmi nous ce jour-là, aujourd'hui. Merci, bonne soirée, à bientôt. Alors c'est vrai, je suis touché par tes propos d'origine, parce que quand je viens... Moi aussi, j'étais émue. Quand je viens à Terrasson, je pense toujours à l'histoire du Terrassonnais, qui est très liée aussi avec l'histoire d'Hercule, mais avec beaucoup d'autres, dont beaucoup aussi ont été victimes de ces combats. Donc voilà, c'est une pensée à la résistance et aussi au groupe Sampé, qui est venu de Corrèze et qui est arrivé ici en Dordogne par Terrasson. Et on parlait tout à l'heure d'un fameux Noël au 1er de l'an. Hein. C'est Noël, le 1er de l'an, 43, 44. Pas dans ton secteur, je crois, Dominique, avec donc l'armée secrète et les FTP qui ont fait marquer, alors bien sûr dans la plus grande hostilité, mais ils ont tenu à marquer un petit peu ce rapport étroit entre tous les résistants, c'est-à-dire que la résistance c'était des groupes
effectivement avec des spécificités, mais c'était aussi une grande solidarité au niveau de notre territoire, et ça a été de grand mérite d'ailleurs pour la libération de notre pays, de rassembler ces forces de la résistance. On pense aussi à Champlain, on pense au CNR, tout ce qui en a résulté. Je disais tout à l'heure, on parlait avec Jean-Pierre, hein, qui nous fait l'honneur d'être là au niveau de la nacre départementale. Je disais que c'est vrai que je dois excuser aussi Jean-Paul, qui était oui, Jean-Paul, voilà, sur les visites. Et Jean-Jacques aussi. Il ne peut pas être présent ce soir. Voilà. Je me souviens, le paternel en Corrèze, on avait été faire empailler des chaises du côté de ses vieux copains de Corrèze, et il nous a invités en casse-route aux cascades de Gimel, et après il me dit viens avec moi, donc j'avais valé, la résistance n'était pas encore trop mon truc, et on a descendu le long des cascades, on a marché, et puis à un moment donné il m'a dit tu vois, il y avait un trou dans le talus, il m'a dit tu vois, c'était un de mes premiers campements. Alors voilà, c'était dans l'austérité la plus totale, avec trois pétoirs, et voilà, et on chassait aussi la milice. Et donc il se déplaçait très souvent. Je racontais l'histoire aussi du cuistot qui avait été récupéré de la guerre de 14 et qui faisait la tambouille dans une cocotte en fonte, mais elle faisait 40 kilos, c'est-à-dire qu'il se déplaçait assez régulièrement pour changer de lieu, et il fallait à tout prix trimballer la gamelle pour faire cuire la popote. Alors bien sûr, la popote avait des choses importantes, jouait un rôle important. Et d'ailleurs après, dans mes questions, je lui dis mais il ne parlait pas beaucoup de lui d'ailleurs, comme tous ces gars-là, hein, il ne parlait pas beaucoup de lui. Et je lui dis, mais, parce qu'il me parlait de la nuit, de la veille, c'était bon, il faisait froid, c'était quand même... et je lui disais, mais de quoi parliez-vous pendant ces veillées? Il me dit tout simplement, mais naturellement, on parlait de l'avenir. On voulait un monde meilleur, pas un monde d'avant, mais un monde meilleur, où il y ait, avec des acquis sociaux, avec des libertés, avec etc. Et surtout pas ce monde-là, avec la collaboration et le nazisme. Donc ils combattaient tous pour un idéal, mais en même temps, ce qu'ils me disaient aussi, c'est que dans ces groupes de 20 personnes, parce que c'était aussi la stratégie, hein, c'était de ne pas rassembler beaucoup de monde, eh bien il y avait toutes les sensibilités, tous les métiers. Il y avait des gars qui venaient de là-bas, du nord, du sud, et ils se retrouvaient là aussi. C'est ça la grande solidarité de la résistance. Voilà, tout ça pour dire que pour nous le département, il y a une urgence aujourd'hui dans ce monde, je ne vais pas faire vous dire comment est ce monde aujourd'hui, vous le savez tous, et vous savez les craintes qu'on peut avoir par rapport à l'avenir. Moi, quand on avait 20 ans, je me tourne vers ceux, Michel, ou ceux qui ont mon âge à peu près aujourd'hui, on avait l'espoir, l'avenir se comptait en décennies. Mais aujourd'hui, je ne sais pas si les jeunes comptent l'avenir en décennies. Voilà, je crois qu'il y a une véritable inquiétude sur nos libertés fondamentales, sur nos démocraties, sur toutes ces valeurs qui ont été l'objet de ces combats. J'en parlais tout à l'heure, de toutes ces valeurs pour lesquelles des jeunes sont morts. Et je pense qu'une de leurs dernières pensées, devant le peloton d'exécution et tout ça, c'était cette transmission à l'avenir, que cette vie ne soit pas là perdue pour rien quand on tombe à 20 ans. C'est pas rien que de donner sa vie à 20 ans, imaginez. Moi j'avais un petit cousin qui est mort à 17 ans. Il s'est tombé dans une embuscade, les Allemands l'ont laissé mourir, voilà, au bout d'un pont, hein, il est mort là. À quoi pensait ce gamin? Voilà. Donc moi, à ce titre-là, on leur doit aujourd'hui de continuer ce combat dans la transmission. On a vraiment un devoir de transmission par rapport aux jeunes. Et je crois que c'est ce qui nous porte à tous dans les associations d'anciens combattants. Hein, nos amis aussi qui ont créé ce film, transmettre des choses. C'est important pour nous d'aller vers tout ça parce qu'il y va de l'avenir, il y va de l'avenir. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, c'est vrai qu'on n'est pas très jeunes dans cette salle, et c'est la qualité, il a raison, mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu la réalité de toutes les commémorations, de toutes les manifestations, c'est vrai. Et l'autre fois, j'étais avec Fabrice Grenard pour une conférence à Périgueux, vous savez, c'est le référent national de la résistance, et je dis à Fabrice, on était une cinquantaine, 60. Je lui dis, on n'était pas nombreux. Il me dit, Jacques, quand on est à Paris, quand je fais une conférence, on n'est pas plus nombreux. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut qu'on se bagarre. Et on travaille, nous, avec les collèges, avec les établissements scolaires,
avec les lycées et avec aussi des méthodes pédagogiques qu'on travaille aussi avec les enseignants, parce que pour les accrocher les jeunes, il n'y a plus les anciens qui venaient parler dans les classes, parce que c'était des inlassables passeurs de mémoire, les anciens. On les a tous connus, ils allaient de collège en collège, de lycée en lycée, pour parler avec la foi. Ils étaient, bien sûr, quand on a des gars comme ça qui parlent, ça marque, mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve d'autres formes pédagogiques, et c'est à ça qu'on s'accroche, et c'est à ça qu'on travaille dans nos groupes, avec des enseignants, avec aussi des réalisateurs, avec la NACRE, les anciens combattants, la FMD, pour essayer de mettre en situation ces gamins, pour appréhender leur émotion, leur sensibilité, et les amener un jour, peut-être, à être des citoyens. C'est-à-dire que l'avenir sera citoyen ou ne sera pas. Le citoyen, c'est s'engager quelque part pour des valeurs, et aujourd'hui, il y a plein de raisons pour ces gamins de s'engager, je crois, beaucoup. Voilà, je ne voudrais pas être plus long, mais en tout cas, ce que nous faisons au département, c'est, on a parlé de bande dessinée, on a parlé de conférences, on a parlé de beaucoup de choses, de création aussi de pièces de théâtre. Il y a plein d'outils à inventer, à créer. Je voudrais remercier nos amis Patrick et Francis qui ont réalisé ce film avec Aki TV, donc je crois que c'est autour de 93, ma mémoire est bonne, il me semble. Et donc ce film, un jour on a été reçu chez Patrick dans sa mairie, et là c'est une surprise parce que ce soir-là on était invité à voir ce film, moi je ne le connaissais pas. Et Bernard non plus, qui était avec moi, qui a failli me perdre d'ailleurs dans la région là-bas. Et quand on a fait un super casse-route, je me rappelle quand même, ça m'a marqué à vie. Et puis après, j'arrive dans la salle, il y avait 200 personnes, j'avais rassemblé 200 personnes autour de ce film. Et dans ce film, moi j'ai encore pris un bête parce que j'ai découvert des personnages qui étaient là dans ce film, qui expliquaient leur combat. Voilà, chers amis, je voudrais remercier aussi Jean-Pierre, parce que la NACRE du département, c'est aussi la NACRE de Terrasson, c'est la NACRE de Téguier, de Nontron, d'un petit peu partout. Donc il est là pour nous épauler. Moi, je ne suis pas historien, je n'ai pas cette prétention, mais j'ai la prétention d'accompagner pour qu'on passe un petit peu ce flambeau de la mémoire. Voilà, chers amis, je ne vais pas en rajouter, en tout cas la séance ce soir. Là, on va passer le film, il s'appelle Les Résistants. Résistance en Périgord. Voilà, Résistance en Périgord. C'est bien ça, hein, c'est ce qui a marqué sur le Résistance en Périgord. Et après, nos amis vous présenteront la fabrication de ce film qui n'a pas été simple, je n'en dis pas plus, qui n'a pas été simple. Les moyens n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, on échangera à propos de ce film qui a le mérite de mettre en scène un petit peu cette période de la résistance en Dordogne. Voilà, chers amis, je vous remercie. Vous avez pu voir, enfin, le film, il a été fait en 1994, donc à une époque où ils étaient encore là. Ceux qui pouvaient dire des choses étaient encore là, et il y en a beaucoup dans ce film. Il y en a d'autres qu'on aurait pu voir aussi, mais qu'on n'a pas eu la présence d'esprit d'aller interviewer, notamment peut-être dans le nord du département, qui a un peu plus de lacunes, mais Aki TV étant du côté Sarladé, et puis on était un peu omnubilés par notre secteur, beaucoup plus. Donc on s'excuse auprès notamment de la région de Nontron, on n'est pas assez allé. Vous avez vu, ce sont des conditions très difficiles. Le matériel d'Aki TV était rudimentaire, c'était du super VHS, donc c'est des cassettes, vous savez, à ruban qu'on insérait dans vos anciens magnétoscopes. Du matériel de son aussi, des petits micros, enfin voilà, on n'avait pas c'est pour ça que les images vous paraissent un peu fades par rapport à ce que vous voyez aujourd'hui à la télévision, et même le son, mais voilà, c'est un témoignage qui a le mérite d'exister, on ne s'est pas autorisé à des commentaires, nous, on a juste laissé parler les personnes, on les retrouve tous, et c'est émouvant effectivement de les revoir aujourd'hui, parce que tous ceux qui ont participé là ne sont plus là, y compris Jacques Lagrange, qui, vous avez vu, c'est le fil rouge, hein, c'est Jacques Lagrange, c'est le monsieur qui est devant sa bibliothèque, qui a écrit un livre qui s'appelle 1944 en Dordogne, et ce livre nous a servi de trame, donc en quatre époques.
Voilà, pour le reste, on a laissé les gens parler, y compris Soleil. Vous avez vu, il y a Soleil Coustelier qui est... Et encore, on a coupé quelques phrases parce que voilà, c'était Soleil avec sa personnalité, son courage, d'accord, mais ses outrances aussi, qui ont parfois été critiquées par ses collègues de la résistance. Donc, voilà, je ne sais pas si j'ai tout dit. Nous, on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des historiens. À l'époque, on a fait ça tous les deux, pratiquement tous les deux, avec notre peu de matériel là, et l'autorisation de notre ami Jean Bonnefond qui était directeur à l'époque. Je pense qu'aujourd'hui, on se avec le portable. On aurait pu faire la même chose, encore mieux. Une meilleure qualité. En tout cas, merci d'avoir. Vous êtes les premiers à arroser, je dirais, avec ce reportage. Parce qu'on va tourner dans quelques villes. Demain à Sarlat, il y aura Dôme aussi, il y aura Ribérac, je crois, il y aura enfin, beaucoup de il est en une seule partie, mais en fait, au départ, il est en 4, diffusé de semaine en semaine, je pense, à l'époque, je ne me souviens plus. Les 4 périodes qui sont signalées. Donc, c'est vrai qu'il y avait du temps entre les diffusions, qui nous permettaient, nous, de jeter un dernier regard un petit peu sur celle qui allait suivre, pour essayer de ne pas commettre trop d'erreurs dans le montage, et surtout. Beaucoup de travail de documentation, par contre. Ça, comme disait Patrick, le fait de rencontrer ces résistants, pour nous, ça a été quelque chose de formidable. D'abord, parce que dans leur voix, on entendait un mélange bien sûr, de tristesse pour cette époque terrible, mais aussi d'exaltation, quand certains nous parlaient des combats qu'ils avaient menés et tout. Comme s'il les revivaient un petit peu. Et ça nous a énormément touchés. Et voilà. Donc, moi, je retiens une chose, c'est la phrase finale, et ça rejoint la démarche de Jacques Rano, c'est que le fait que si on oublie son passé, et bien on appelle le revivre. Et malheureusement, je crois qu'en ce moment, comme on le disait à l'entame de cette soirée, si on regarde un petit peu tout autour de nous, c'est triste pour les enfants, les petits-enfants surtout. Ce soir, on est pas nombreux, mais on a de nombreuses familles. Rien ne nous empêche d'en parler à nos enfants, à nos petits-enfants, surtout eux, d'ailleurs, et leur dire que leur résistance à eux, ça serait quoi aujourd'hui? Ils résisteraient contre quoi? Et la résistance de demain, ça sera quoi? Il y a tellement à combattre, en fait, dans ce monde, qu'ils ont du boulot. Et la résistance, j'ai entendu dire qu'on n'y rentrait pas en résistance, on l'invente. Comme, rappelez-vous, les débuts de guerre en Ukraine, ces gens qui fabriquaient des cocktails Molotov contre des chars russes, quand même, contre de l'armement de haute technologie, des cocktails Molotov dans les caves. C'était le tout début de la guerre en Ukraine. Les femmes qui fabriquaient des filets de camouflage. Voilà la résistance. Ça commence par de l'invention, de la volonté, et un besoin de liberté. Et puis il y a une chose aussi, enfin nous qui sommes nés après la guerre, 10 ans après la guerre à peu près, on s'est souvent posé cette question-là, que vous avez dû vous poser vous aussi, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait? À cette époque-là, si je l'avais vécu, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui étaient enfants à cette époque-là, donc vous n'étiez pas adultes, vous n'aviez pas de responsabilité à prendre, mais se poser cette question éternelle, qu'est-ce que nous aurions fait? Et on voit que ce sont des périodes tellement troublées, même aujourd'hui, dans ce qu'on vit au niveau mondial, il y a des inquiétudes, il y a des choses qui nous pèsent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on se sent désarmé par moments, comme ils ont dû se sentir désarmés à l'époque aussi. C'est pour ça que sur ces périodes troublées, rien n'était facile. Je lisais il y a récemment le témoignage d'une dame de ma commune. Dans son témoignage qui se passait pendant la guerre, elle a pris des notes pendant toute la guerre, elle me l'a donné. À un moment donné, elle disait, nous, chez nous, on était fidèles au maréchal, elle disait. Mais ça ne faisait pas de nous des collabos. Et ça, c'est une notion excessivement importante qu'elle dévoilait comme ça. Voilà, donc rien n'est simple, et puis c'est... Voilà, je sais pas ce que nous aurions fait. Au moins se taire, au moins garder du silence. Pour certains, c'est déjà une marque de résistance, de
de ne pas parler, de ne pas dénoncer, de ne pas faire de la délation, parce que ça a eu lieu. Enfin voilà, excusez-moi, je pars un peu sur moi ce que je ressens, mais s'il y a des questions, vous pouvez, mais on n'est pas... On n'est pas historien, tu l'as dit. Les témoignages, ils sont là, quoi. Je voudrais demander à Jean-Pierre de nous rejoindre aussi, parce qu'il représente l'ANACRE départementale, mais ici sur la section de Sarlat, et on l'avait invité ce soir avec nous pour évoquer aussi cette période dans le cadre des questions qui peuvent être posées. Voilà la parole, comme vous l'avez dit, à vous, Jean-Pierre. Moi, la question que tu viens de te poser, de nous poser, je me la suis souvent posée, effectivement, parce que mon père, qui ont 3 enfants, était parti dans le maquis Maurice Dujarry, le maquis Pierre Benoît, parce que tout simplement, il ne voulait pas partir en Allemagne. Il ne voulait pas partir au STO. Il nous a raconté qu'il était allé voir son père qui avait fait 5-4 ans de guerre en 14, et il lui a dit, papa, qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, son grand-père lui a dit, mais tu fais ce que tu dois faire. Mon père a répondu, écoute, papa, si je dois mourir, il vaut mieux que je meure là, dans les bois de Marcolle, plutôt que de partir. Et il s'est engagé comme ça. Donc, mais c'est vrai, en plus, quand je vois tout parce qu'au début, bon, je suis pas ancien résistant, vous en doutez, c'est un peu difficile à porter. Membre de l'ANACRE, c'est Association nationale des anciens combattants de la résistance. Bon, depuis 1970, je crois, on a ajouté le mot ami. Et donc, c'est un peu, moi j'ai eu quelques réflexions, alors le résistant. Mais on a dit, bon, tant pis, les copains, Jean-Jacques, bon, nos parents s'étaient engagés, on a dit, on connaissait bien Lucien, et Lucien nous a passé un peu, on s'est dit, le travail qu'il a fait, bon, tant pis, on n'est pas des anciens résistants, mais on va essayer d'apporter, et c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Pour ceux qui sont nés après la guerre, qui ont entendu parler, on n'a pas toujours été des ardents défenseurs de la résistance, mais maintenant on se dit, il faut le faire. Voilà. Bon, c'est pas pour allonger, je vais vous laisser parce que j'ai quelque chose d'autre à dire par rapport au film là. Mais bon, il faut laisser la parole à tout le monde. Oui, écoutez, s'il y a des questions, je voudrais simplement, ça a été évoqué, je crois que cette question qu'aurait été la résistance sans ses appuis dans la population. Ça, je crois que il faut le dire et le redire, parce que quand on parle de résistance, je crois que c'est toi, Patrick, qui parlais d'entrer en résistance. Hein. Bon, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était la résistance. Hein. C'était un acte naturel pour certains, compliqué pour d'autres. Il y avait aussi les origines familiales qui jouaient, le milieu familial. La Dordogne est un département quand même républicain qui a eu les jacqueries en Dordogne, il y a eu des révoltes de croquants, il y a eu Jacques le croquant, tout un symbole. Mais en tout cas, on ne rentrait pas forcément en résistance. Et moi, lors des commémorations, j'ai eu l'occasion de faire autour dans le département, il y a plein de gens qui venaient me dire, mais vous savez, moi, Jacques, j'avais ma tante, ma grand-mère, j'avais mon oncle, mais c'était des choses toutes simples, des petits actes quotidiens de soutien, d'accompagnement, mais qui étaient anodins, mais qui n'étaient pas sans risque, parce qu'on a vu aussi après les listes, quand la division Bremer est passée, il y avait des listes entières, et la division Bremer, elle savait où elle allait, quoi, hein, donc voilà. Donc, et moi, je voudrais le souligner aussi, parce que ce qui m'avait surpris un peu sur un des premiers films, c'était ce côté masculin essentiellement de la résistance. On en a déjà parlé, je crois, on en a parlé ensemble, c'est-à-dire qu'on parlait que des mecs. Mais moi, je sais que ma mère, qui était aussi résistante et qui à vélo portait des messages, etc., elle disait à Roger, elle appelait mon grand, il faudrait quand même que tu penses que sans nous, on n'aurait pas fait grand-chose. Et je crois qu'aujourd'hui, si on veut passer ce témoin au niveau des gamins, au
au niveau des jeunes, etc., il faut absolument raconter cette histoire dans la résistance dans sa totalité, et notamment le rôle des femmes, qui était fondamental, et ça, on y tient, il faut le réhabiliter. D'ailleurs, nous travaillons au niveau de notre groupe de réflexion sur une exposition et une conférence sur les femmes dans la résistance, parce que là je crois que c'est... Voilà, moi je vais être invité, je crois, c'est mercredi, pour un hommage à Laure Gatté au collège, au collège Laure Gatté. Donc c'est bien que nous en parlions, parce qu'elles sont très nombreuses. On a vu la tête de Valentine Bussière, notamment. Moi, quand j'étais gamin, je montais avec le père Ranoux, du côté de Tillier, avec ma mère en voiture, et sur les murs des piles, on voyait des balles où Valentine Bussière avait été exécutée. Donc beaucoup d'émotions, et je crois qu'il faut rappeler ce rôle essentiel de la résistance pour tous ceux, pour tous ceux qui ont voulu participer de la plus grande ou la plus petite façon, la plus modeste, souvent. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous, chers amis? Je vais en poser une petite. J'ai deux réactions qui m'ont un peu surpris, on va dire, dans le visionnage. La première, c'était ce monsieur qui expliquait la tarification pour les personnes abattues. C'était tziganes, juifs, qui avaient la possibilité de piller. Et ma deuxième réaction que j'ai pu aussi avoir dessus, c'était cette réaction de cette personne qui voyait pour la première fois un nazi dans sa campagne, alors que son collègue à côté de lui avait l'habitude d'en croiser tout le temps à Paris et n'avait pas été choqué plus que ça. Je n'ai pas très bien entendu. Moi non plus. Ah, pardon. Oui, On est un peu avec l'âge. Ça ne s'arrange pas. Je vais continuer dans le micro. C'est deux des réactions qui m'avaient un peu interloqué au début. C'était la première, cette personne qui parlait en fait de l'assassinat tarifé en fait, entre les juifs, les tziganes et les possibilités de pillage. Et la deuxième, c'était justement cette personne en campagne qui avait la possibilité, qui n'avait encore jamais croisé de nazis et a été extrêmement choquée d'en voir, alors que la personne qui l'accompagnait avait déjà l'habitude d'en voir énormément à Paris. Voir justement cette démarcation entre les personnes qui étaient tout le temps aux côtés, on va dire, actifs, aux côtés de nazis. Il y a, sur la dernière relation, c'est Roland qui une sorte de combat, c'est Regain, qui dit effectivement, il les avait pas vus. Les gens, c'est ça, sa réflexion, c'est ça. Il les avait pas vus, les Périgourdins, les Allemands, puisque les forces d'occupation, on était en zone libre, on était en zone non occupée. Donc la présence, c'était, comme il dit, il a voix sur Bergerac, mais les gens d'ici n'étaient pas habitués à les voir. Ils les ont vus quand ils sont venus. C'est-à-dire après 1942, quand la ligne de démarcation sautait, ils sont allés se battre que les Allemands ont pu prendre les bords de la Méditerranée, tout le monde, etc. Donc c'est ça qu'il essaie d'expliquer. Après, sur les déclarations de Soleil sur ce qui est tarifé, voilà, c'est Soleil, c'est Coustelier. Oui, Soleil. Alors, c'est pas tarifé comme ça, je suppose qu'il voulait dire que c'était 700 €, 700 francs de l'époque. Quand on livrait un communiste, tant quand on livrait un franc-maçon, tant quand on livrait des juifs, c'était pas... vous voyez, c'était payé, je suppose, ou accompagné financièrement par les commanditaires, c'est-à-dire par la Gestapo ou peut-être par Vichy, je ne sais pas, hein, c'est possible aussi. Mais ça a existé effectivement, et il y avait une tarification de ce style. Alors elle est traduite comme ça par Coustelier, Soleil, dont on connaît la personnalité, mais je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. J'ai pas trop bien compris le moment où la milice, il y a un monsieur, je ne me rappelle pas de son nom, qui a abattu, qui disait j'ai abattu 14-15... Soleil. C'est lui, ça ? Soleil. Oui, c'est ça, c'est Soleil, c'est un personnage particulier de la résistance en Périgord, pour le moins. J'ai dit qu'il était critiqué aussi par d'autres membres de la résistance. Ton père aussi, ça n'a pas toujours été simple. Ils ont eu de lourds débats entre eux, mais ils n'ont pas été souvent d'accord. Bon, il a fait beaucoup de choses, mais
il a surtout travaillé à faire sa légende, quoi, hein. Donc c'était un personnage un peu imaginaire qui est sorti de son imagination comme ça. Il en a fait beaucoup dans la parole, dans les actes il a été courageux, on ne va pas le nier, mais on s'interrogeait aussi un peu sur son passé quand même, hein. Il a un passé qui est un petit peu inquiétant avec son accent, il portait aussi un certain nombre de choses. Donc je sais que moi je l'ai eu au téléphone quand j'étais maire de Montreuil, et il était d'une virulence avec le père Ranoux, mais alors une violence, quoi, mais une violence. Alors je l'ai pris au téléphone, j'ai dit écoute, tu as été certainement grand résistant, mais aujourd'hui, pour moi, là, tu es en dessous de tout, quoi. Dans cette façon que tu as de vouloir t'accaparer toute la résistance. Ces propos, on en a supprimé quand même dans le film, là, qui était pas entendable, quoi. On ne pouvait pas passer ça devant des gamins, quoi. Voilà. C'est vrai, il a fallu le faire. Alors, une petite précision, Muselier, je ne connais pas, mais j'ai vu son livre, parce qu'il a fait, Soleil alias Muselier alias Soleil. Voilà. Et quand j'ai lu ça, effectivement, c'est vraiment c'est du folklore. Alors, il me raconte qu'il a fait du folklore, il met des choses réelles, mais c'est quand même, ça ne reflète pas, il y a quelque chose qui cloche là. D'autant qu'ensuite, après la parution de ce livre, j'ai le document à la maison, les résistants, dont ton père, Marcel Faucon-Cornille, ont tenu à réagir à la publication de ce livre et à dire mais la résistance, c'est pas tout à fait ça quand même, hein, parce qu'il écrit à un moment donné qu'effectivement, il prend le paille, il fait le kilomètre sous l'eau pour échapper. C'est plein d'anecdotes comme ça. Mais ça n'empêche pas qu'il a été un résistant, un chef de groupe, il est allé combattre avec sa compagnie, son appui, son bataillon, sur le front de l'Atlantique, la poche de Royan. Mais c'est un personnage particulier. Juste, oui, dans ce livre, si vous le lisez, Soleil, il raconte des anecdotes, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est romancé, certains disent que c'est romancé, il dit qu'à un moment donné, il arrête Malraux, qui le met dans le coffre de la voiture. Mais je voudrais arriver, à ce que vous arriviez dans votre tête à dissocier le personnage Soleil et le groupe Soleil. Parce que les combattants de Soleil, eux, ils ont fait des choses, ils se sont battus. C'est pas l'outrance de Soleil lui-même, le personnage, qui doit masquer ou qui doit amoindrir ou ternir le rôle du groupe lui-même. Parce qu'il y avait des gens formidables, très certainement, dans ce groupe-là. Moi, j'ai plaisir à réentendre Finkler, Ralph, qui est parti, qui est un des derniers à être parti, là. Voilà, c'était des gens formidables. Il ne faut pas se tenir à la simple personnalité de Soleil. Oui, simplement, je vois que Régine souhaite prendre la parole. Vas-y, Régine. Non, vas-y. Moi, je voulais juste rebondir. Alors, tu m'as enlevé les mots de la bouche. Je voulais rebondir sur... Alors, je sais qu'à cette époque-là, dans le commandement, la guerre, elle était masculine. Il n'y avait que des hommes. Et les témoignages, ils sont masculins. Mais il y avait les femmes. Et j'en viens à ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à ta mère. Le travail et l'action des femmes pendant la guerre, mais qui n'a pas été forcément reconnue. Ma question, c'est est-ce que vous avez recueilli des témoignages de femmes ou pas? C'est un de nos regrets de ne pas avoir pu essayer de donner davantage la parole à des femmes. C'est un de nos regrets, dont acte. On est passé à côté de cette chose-là, mais d'une façon innocente, parce qu'on l'a mal vu, ou alors on n'a pas rencontré les bonnes personnes, les féminines qu'il fallait. On les a évoquées, il y en a deux dans le film. Hein. Il y a la dame de Périgueux dont la maman est arrêtée. Il y a la petite fille aussi qui est à Aufillac, qui voit sa famille. Ce sont des victimes, ce ne sont pas des combattants. Ce sont des victimes du nazisme, ce ne sont pas les combattants. Mais c'est vrai que la toute première intervention que l'on a fait par rapport à cette film, ce sont les excuses qu'on a mis en avant
de ces idéaux-là, parce que la résistance, c'est aussi gérer les enfants quand le papa est absent, dans les bois et tout. C'est alimenter les maquis pour certaines, c'est prendre les risques comme ta maman. C'est tout un tas de choses, de remplacer le travail des hommes aussi. C'était les veuves de guerre aussi. Donc ça aussi, c'est la résistance. Mais vous avez raison de mettre notre là-dessus, parce qu'on s'en veut énormément. Et d'autant plus, alors c'est pas l'objet de ma remarque, mais d'autant plus, c'est ce que tu disais, c'est que pour parler aux générations actuelles, avec l'égalité, hommes-femmes, etc., et tout ce qu'on pense. Et je pense que aussi bien les garçons que les filles peuvent se sentir concernés et on doit porter cette parole par rapport à ce qui s'est passé, aussi bien que les filles. Tout à fait. Mais c'est juste une les deux, l'ensemble de notre jeunesse est concerné. Oui, non, simplement, là, quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'établissement scolaire, dans les collèges et les lycées, on a maintenant des projets avec les enseignants et le gamins pour valoriser les femmes. Là, je parlais de l'orgaté, mais là, par rapport à ça, j'étais l'autre fois, Patrick, mon frère, a fait une intervention à la Roche-Beaulieu par rapport à la princesse Tamara Volkansky, qui était une descendante du tsar, de la famille du tsar, toute la famille a été exécutée, elle a quitté en 1919, elle est venue, je ne sais pas comment, en Dordogne, de tout un mérite exceptionnel, et en même temps, elle a créé un hôpital pour les résistants, elle a travaillé à la libération des Georgiens qui voulaient regagner la résistance, qui avaient été intégrés de force dans la résistance. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais maintenant, dans notre communication des gamins, ça remonte avec les enseignants d'évoquer cette question-là des femmes dans la résistance. Et puis il y a quelque chose que je voulais dire, que tu disais tout à l'heure, c'est le travail de la main, parce que je sais, pour en avoir parlé aussi avec les Arnaud, dans ces années 90, au moment où vous avez fait le film, se posait pour eux la question de la transmission. Et la question de comment cette transmission a fait la disparition en les EPR. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé aussi ce travail collectif, notamment FTP, etc., et la résistance de Dordogne de 39 à 45, où ils ont réussi à réunir toutes les sensibilités de la résistance pour effectivement réécrire cette histoire à partir de témoignages, à partir de récits, avec le plus de véracité possible. Et notamment, on doit beaucoup à Marcel Faucon là-dessus, qui était aussi un résistant, pour avoir écrit et réalisé ces ouvrages qui sont très importants. Alors, c'est vrai que le département a favorisé aussi la réédition d'un travail aussi, la résistance en Dordogne, qui a été fait avec Bernard Lachaise et Anne-Marie Bocula, mais beaucoup d'historiens autour, et qui a été ressorti récemment. En tout cas, maintenant, il y a effectivement beaucoup d'outils qui sont à notre disposition. Je sais qu'au niveau des archives, puisqu'on travaille aussi avec Bernard Rodrigo, qui a sorti un énorme ouvrage d'ailleurs sur les victimes dans le combat entre 39 et 45. Et vous avez là, sur cet ouvrage qui est superbe, toutes les victimes par commune, les combats, etc. C'est-à-dire que le souci de Bernard Rodrigo, c'était que ce ne soit pas simplement des noms sur des monuments morts, sachant qu'on en a beaucoup oublié, mais aussi une part de vie de chacun, de ceux qui ont donné leur vie. Et ça, c'est un énorme travail. Et pour les collectivités, c'est une richesse aussi fabuleuse, parce qu'on peut savoir ce qui s'est passé à Terrasson, etc., sur tous les grands lieux où il y a eu des combats, et Dieu sait s'il y en a eu en Dordogne. Et moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est le nombre de stèles, le chemin de la mémoire, qui témoignent de l'ardeur des combats ou de la violence des combats. Est-ce que... Oui, madame. Oui, pourquoi il y a beaucoup de... Dans le film, il est dit que la cour martiale a condamné beaucoup de femmes à la fin de la guerre. Pourquoi j'ai entendu ça. Mais pourquoi en fait Non, mais oui, parce que c'est dans la façon dont il le dit. Il dit des femmes et des hommes mûrs. Il dit. En fait, il aurait pas dû le scinder comme ça, représentant. Il voulait dire, c'est l'ensemble, hein,
c'est pas tant de femmes, mais vous voyez, tu vois ce que je veux dire. C'est un peu dans la façon dont il exprime qu'on a l'impression qu'il y a énormément de femmes et peu d'hommes. Non, c'est pas tout à fait comme ça. Enfin, et aussi le fait que le tribunal n'est composé que d'hommes. De nos jours, il y aurait des greffiers, il y aurait des avocats, il y aurait des... Le tribunal était très masculin. Mais moi, ça m'a pas choqué, en fait. Et voilà, mais c'est vrai que l'histoire de dire que le résultat les conséquences pardon, de ces jugements, c'était les femmes, non, c'est vrai qu'il y avait les deux. Mais c'est vrai que Jacques démarre vraiment avec la scission des deux, mais non, dans sa réponse, c'est très clair. Et pour en revenir à ça, eh bien, parlons des tondus. Parce que c'est quand même pas un épisode glorieux. CF, la chanson de Brassens, ça a tondu. Et pour l'anecdote, parmi les gens qui témoignent ici, il y en a un qui nous a dit j'ai été à Bergerac, il est en photo sur les marches et il y a des femmes en train de se faire tondre. Et lui, il est parmi la foule. Il me dit j'aimerais que cette photo n'existe pas. Parce que, il me dit, vous n'êtes pas obligé d'utiliser, parce que j'ai honte de ce moment-là. J'étais là, et les femmes se faisaient tondre par des mecs, hein, il n'y a que des garçons, il n'y a que des hommes. Et c'est quelque chose, un épisode assez lamentable, effectivement, de l'épuration. Pour Régine, on revient sur les femmes, on n'a pas tondu les garçons. Hein. Oui, quand on évoque... la résistance au début des années 44, tout à fait au début des années 44, c'était quelques milliers de résistants, 3 000 à 4 000, je crois, en Dordogne, c'était déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'à la Libération, c'était 30 000 qui sont arrivés, et qui sont arrivés un peu de partout, comme c'était dit, avec des uniformes, des choses un peu, voilà. Et c'est cela que l'on appelait, je sais que ma mère en parlait, les naphtalinés, quoi, ceux qui avaient émergé des armoires et des machins. Donc effectivement, là, il y a eu, la résistance a eu énormément de mal, parce que la libération, tout ça, c'était quand même compliqué, il fallait assurer, assumer, etc. Mais rassembler, réunir, donner du sens à toutes ces recrues au dernier moment, c'était quasiment impossible, quoi. Ils ont été débordés, voilà, ça a été compliqué, donc il a fallu mettre en place un tribunal, dans l'urgence, pour juger assez conformément. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, il y a eu un certain nombre de victimes, mais ça a été quand même relativement modeste par rapport aussi à ce que fut la collaboration. Et pour rejoindre ce que tu dis, c'est que nous, c'est pour ça qu'on a collé l'épuration dans le dernier chapitre à notre titre. On a voulu, d'ailleurs, vous l'avez peut-être remarqué, on survole vraiment très vite par rapport aux deux premières parties où c'est davantage développé l'action de la résistance, l'occupation, déjà au départ. Mais les deux derniers, bon, à part la libération, bien sûr, c'est la fête, mais on a très très vite survolé l'occupation parce que ça, c'est pas vraiment une révolution. Voilà. Qui c'est qu'il y a? Il y a une prof d'histoire du côté de Musidon, comment elle s'appelle? Elle a fait tout un travail sur l'épuration. Tu connais ce ouvrage? Jean-Paul avait parlé. Bon, et c'est vraiment, elle a vu dans les archives, et puis c'est effectivement l'épuration. C'est important, mais il faut pas. Il y a des gens après, les collaborateurs qui étaient revenus dans la légalité, comme on l'a poursuivi, ils ont levé les bras très haut en accusant la résistance. L'épuration, c'est très sensible, parce qu'effectivement, c'était tous des sanguinaires, on se sont cru encore en 40 sous le régime de Vichy. Je ne sais pas comment ça s'appelle cela, mais il existe un ouvrage en Dordogne, j'ai perdu la référence, sur l'épuration. Oui, là, oui, tu vois, bon, moi-même, Écoutez, je ne sais pas quelle heure il est, là, peut-être que... Hein, je pense qu'il est l'heure, parce que nous avons un petit buffet qui nous attend, grâce à la municipalité, puis sachant aussi qu'à 9h, il y a notre film après,